Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, pour cette émission thématique autour du thème du travail et plus précisément autour d'un livre, Sortir du travail qui ne paie plus, livre écrit par Antoine Fouché. Antoine Fouché, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc notre invité, c'est-à-dire le mien, mais celui de David Jayes, essayiste, celui de Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et désormais avocat, et celui de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Antoine Fouché, vous publiez « Sortir du travail qui ne paie plus ». C'est le premier ouvrage d'une collection dirigée par l'ancien secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, collection qui s'appelle « La Société du compromis » et qui est hébergée par les éditions de l'Aube. Dans ce livre, vous élaborez d'abord un diagnostic qui peut être résumé de cette manière. Dans une société fondée sur le travail permet de changer de niveau de vie. La majorité de ce que les gens possèdent provient de leur travail. Ceux qui travaillent vivent mieux que ceux qui ne travaillent pas. Or, en ce début du XXIe siècle, plus aucune de ces trois propositions ne se vérifie en France. Depuis une quinzaine d'années, avec une augmentation moyenne du pouvoir d'achat de 0,8% par an, travailler ne permet plus à la majorité des gens de changer de niveau de vie. Dans les années 50-60, pour doubler ce niveau de vie, il fallait une quinzaine d'années de travail. Désormais, il en faut plus de 80. Non seulement le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, mais la durée du travail ne diminue plus. Pour la première fois depuis 1945, il va falloir travailler autant, voire davantage que ses parents, et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Chacun s'adapte comme il peut à cette nouvelle réalité en combinant trois types de réactions: la résistance au travail, sa relativisation, ou à l'inverse, la recherche dans le travail d'un sens à l'existence. La stagnation générale et durable du pouvoir d'achat provient du ralentissement des gains de productivité, c'est-à-dire de la quantité des biens et des services produits par unité de travail. Ralentissement dû d'abord à la désindustrialisation, car c'est dans l'industrie que les gains de productivité sont les plus forts. C'est ensuite dû, ce ralentissement, au remplacement des emplois industriels détruits par des emplois de services, les uns bien ou très bien rémunérés dans la banque, l'assurance, le conseil, les professions juridiques, les autres peu rémunérés et peu susceptibles d'évolution, dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, la sécurité, la propreté, les aides à domicile, etc. La troisième raison est que nous ne sommes plus un peuple bien formé, bien éduqué. Nous sommes désormais moyennement compétents, avec en outre une inadéquation croissante entre les formations choisies et les compétences attendues par les entreprises. Cette nouvelle donne et les adaptations qu'elle provoque sont le début d'une nouvelle époque. La transition énergétique va peser durablement sur le pouvoir d'achat des travailleurs et le vieillissement démographique. 4 travailleurs pour un retraité dans les années 60, 3 dans les années 80, 2 en 2000 et plus que 1,7 aujourd'hui. Cela nécessitera un allongement progressif de la durée de travail pendant la vie. Dernier point, mais non le moindre, aujourd'hui nous taxons le travail 8 fois plus que l'héritage, 2 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que l'investissement. La taxation du travail apparaît comme un moindre mal, comme celle que nous tolérons collectivement le plus. Sur ce diagnostic, Antoine Fouché, est-ce que vous vous y reconnaissez, que je peux passer la parole à nos invités, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je m'y reconnais tout à fait. Merci beaucoup. C'est très fidèle. Alors, David Jayes. Alors, peut-être que j'aimerais commencer cet échange sur votre stimulant livre par un sujet que vous avez décidé de ne pas prendre de front, qui est la productivité. Il me semble que un spectre hante votre livre, c'est celui de la productivité perdue. Puisque vous dites que durant les 30 Glorieuses, celle-ci galope. Dans les décennies qui suivent, elle ralentit. Et désormais, elle est presque à l'arrêt.
il y a plusieurs explications à ce ralentissement de la productivité, des gains de productivité. La désindustrialisation, le remplacement des emplois d'industrie par des emplois de services. On pourrait aussi ajouter les coûts de l'énergie et du capital, puisqu'après tout, la productivité, c'est la richesse produite par heure travaillée, qui ne sont pas, à mon avis, près de baisser, compte tenu de la dynamique des taux, mais aussi du fait que nous n'avons pas de gaz de schiste et nous n'avons pas envie d'en exploiter. Et donc, la question un petit peu provocatrice que j'ai envie de vous poser avant de rentrer dans l'échange sur le travail, c'est au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se soucier d'une véritable politique de productivité ? Krugman avait écrit un article assez fameux dans lequel il disait combien le remplacement de la topique de la productivité par celle de la compétitivité avait été néfaste parce qu'on s'était placé dans une posture défensive. J'ajouterais, pour aujourd'hui observer beaucoup d'entreprises industrielles ou bancaires, combien la réflexion sur l'organisation du travail n'a pas beaucoup progressé depuis les années toyotistes, depuis les années où on réfléchissait sur la qualité. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une politique à construire pour reconstituer des gains de productivité par la réindustrialisation, par l'amélioration de la productivité des services, par une réflexion sur l'organisation du travail à nouveau frais, évidemment par la recherche et l'innovation, avant même d'aller secouer le nombre d'heures travaillées dans l'économie. Antoine Fouché. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire David Jayes. S'il y avait qu'une seule chose à faire pour améliorer le pouvoir d'achat à long terme dans le pays, ce serait de travailler sur la productivité, parce que c'est la seule manière durable de pouvoir y répondre. Simplement, et j'essaye peut-être trop rapidement de m'en expliquer dans le livre, redresser la productivité durablement, ça prend beaucoup de temps. Ça ne prend pas quelques années, me semble-t-il, ça prend plusieurs décennies, parce que nous nous sommes désindustrialisés, ce qui est la première cause du ralentissement de la productivité en plusieurs décennies. Ça date pas de quelques années, mais du début des années 80. La productivité, c'est aussi un niveau de compétence et une capacité à innover. Et ça prend là aussi des décennies à être redressé, non pas simplement des années. Et donc, si on peut espérer retrouver un chemin de productivité qui permette de retrouver des salaires qui progressent régulièrement, je pense que si on dit la vérité, on doit dire que ça nous prendra à minima une décennie, et en fait, je pense plutôt autour de 2 à 3 décennies, qui correspond en fait à notre décrochage en termes industriels et en termes de compétences. Donc la raison pour laquelle j'évoque ce sujet, mais vous avez raison, trop rapidement, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas dire à la population, y compris pour des raisons politiques très court-termistes, écoutez, on a bien identifié le sujet, c'est d'abord un sujet de productivité, simplement on va mettre 20 ans pour le résoudre, et donc on en reparle dans 20 ans. Je pense qu'on peut pas dire ça d'un point de vue politique à la population, on ne peut pas reporter le traitement du sujet à dans 20 ans. Et donc, il faut aussi des mesures de court terme, et c'est ces mesures de court terme qui prennent peut-être un peu de place dans le livre, mais parce qu'il y a aussi, me semble-t-il, des solutions de court terme qui peuvent faire en fait la transition avec la solution de long terme. C'est-à-dire, oui, absolument redresser la productivité, simplement ça va prendre du temps, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Mathias Fekl. Oui, en lien avec la question Bonjour, pardon, d'abord, et en lien avec la question sur la productivité, moi je voulais vous interroger sur l'irruption de l'intelligence artificielle, parce qu'elle va à la fois avoir un impact très fort sur la productivité, mais elle va aussi révolutionner le travail, à la fois le travail peu qualifié, mais aussi le travail très qualifié. On avait reçu ici Raphaël Dohan autour de son livre « Si Rome n'avait pas chuté », et il nous avait dit la grande révolution de l'IA, c'est qu'elle va complètement disrupter les métiers les plus qualifiés, et elle va le faire en un temps record, là où les grandes révolutions avant prenaient des décennies, parfois des siècles. Et donc je serais très curieux de votre regard là-dessus, à la fois de l'impact de l'IA sur la productivité et sur l'impact de l'IA sur le travail lui-même et sur le rapport au travail. Antoine Fouché. Peut-être 2 choses là-dessus. La première, c'est il me semble que s'il y a un consensus sur le rapport entre IA et travail, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est la première révolution industrielle qui va impacter d'abord les cols blancs et les métiers les plus qualifiés avant d'impacter les métiers les moins qualifiés. Et donc le sujet va être le sujet de la productivité pour les ouvriers et les employés n'est pas traité par l'IA, ou en tout cas très à la marge. Donc le sujet demeure pour ceux qui ont le plus besoin d'avoir une progression de leur pouvoir d'achat.
Et la deuxième chose peut-être là-dessus, c'est que il me semble qu'il faut être très prudent sur l'espérance de productivité que peut apporter l'IA en raison de l'expérience passée des nouvelles technologies et des promesses de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. On nous avait dit que la productivité allait être relancée par ces nouvelles technologies. Elle peut être, mais en tout cas, ça ne se voit pas dans les statistiques ni dans les salaires, ou pas beaucoup. Et donc, me semble-t-il, avec l'IA, ne recommettons pas la même erreur qu'on a commise au début du siècle avec l'Internet, en se disant que c'est la nouvelle révolution industrielle qui va porter la productivité et donc les salaires. Soyons plus prudents que ça, encore une fois, instruits de l'expérience d'Internet. Lionel Zinsou. Oui, bonjour et merci en fait. Je voulais vous remercier parce que c'est un essai très stimulant, comme dit David tout à l'heure. C'est-à-dire, on apprend énormément de choses et souvent contre-intuitives sur le travail. Donc, c'est un livre de salut public. Enfin, il faut recommander la lecture à tous les gens qui s'intéressent à quelque chose qui est quand même assez central pour tous les ménages, qui est le travail. Le travail, tout d'un coup, du point de vue statistique, mais aussi du point de vue éthique, du point de vue... Enfin, c'est un essai extrêmement indispensable pour les gens qui veulent réfléchir sur la société d'aujourd'hui. Et alors, il a aussi un autre mérite, c'est qu'il comporte des irritants, en fait, et que ces petites choses qui entretiennent le dialogue entre le lecteur et l'auteur. Et c'est un livre de compromis, hein, comme l'indique la collection, le titre de la collection. C'est un compromis entre la nostalgie. Vous êtes vraiment très, très nostalgique de votre enfance ou de l'enfance de vos parents. C'est impressionnant comme ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous et qu'il faut retrouver. Et alors, vous avez, dans c'est un compromis entre ça et puis évidemment une projection dans l'avenir, comment on va retrouver notre rang et comment on va réenrichir les travailleurs. Mais alors, du coup, 3 petites questions. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il y a des travailleurs qu'on dessert et puis des héritiers, des rentiers, des consommateurs, des retraités qui sont les grands bénéficiaires en fait de la redistribution des revenus et au fond, voilà, on n'assure plus la croissance de la richesse des travailleurs. Mais est-ce que ces catégories existent ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt, comme vous le montrez d'ailleurs par beaucoup de données, devant des gens qui sont à la fois des rentiers, qui vont être des retraités, qui sont tous les jours des consommateurs, et qui, évidemment, doivent faire un peu synthèse de tous ces rôles, mais ce ne sont pas des catégories socio-professionnelles différentes. Hein. Donc chacun a des éléments de revenus de rente à côté des revenus d'activité, et chacun va être héritier et retraité, etc. Donc la redistribution entre ces catégories est un peu compliquée parce que c'est toujours à l'intérieur de la même personne. Le deuxième mythe, c'est l'industrialisation. Je vois que David a tout de suite souscrit à l'idée que la réindustrialisation, c'était fondamental pour la productivité. Mais enfin, si les gens ne consomment pas des biens industriels, si vous voulez, il y a quand même un vrai problème. Et vous dites quelle tragédie de passer de 40% à 10% du PIB en contribution de l'industrie manufacturière au PIB. Oui, tous les pays les plus riches sont dans cette situation, ça c'est clair. C'est pas le cas d'un pays comme le mien, le Bénin. C'est pas le cas de maintenant même le cas de la Chine, et ça va devenir très vite celui de l'Inde. Si vous consommez des services et que vous voulez consommer des services, que vous voulez consommer de moins en moins de textiles, nous sommes là tous habillés pendant cette émission. Merci. Et que nous fassions l'émission. Et nous souhaitons que ça soit de moins en moins cher. Donc ça va évidemment en prix relatif, ça va baisser. On souhaite que ça soit recyclé. Je souhaite absolument acheter le pull-over aubergine de Philips aujourd'hui, parce que c'est une façon d'avoir une économie circulaire décarbonée. Ça. Vous ne pouvez pas inventer que les filatures de l'Est de la France, vous voyez, vont être reconstituées parce qu'on s'est désindustrialisé. Donc, quel est ce mythe de on a besoin de produits que les gens ne veulent pas acquérir, ou qu'ils veulent acquérir à des prix relatifs
de plus en plus bas. Et c'est évidemment un élément très important de leur enrichissement, c'est que le prix, le panier de leur consommation est de plus en plus, mieux en mieux pricé. Comment dire ? Il est un élément d'enrichissement significatif. Et puis alors, il y a une petite interrogation. Il n'y a vraiment que la France dans le livre, c'est-à-dire l'Europe. J'ai cherché en fait s'il y avait le mot Europe dans le livre. Alors, j'ai mal cherché parce que moi je l'ai trouvé, je crois, 2-3 fois. C'est pas beaucoup. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il faut réfléchir sur le travail, pas simplement en comparaison, nous sommes devenus 21e alors qu'on était dans les 3 premiers, etc. Il y a pas mal de ces comparaisons du déclin français, mais sur les solutions, c'est vraiment des solutions franco-françaises plutôt que à l'échelle européenne. Et évidemment, en sous-jacent, on se compare aux États-Unis, enfin des pays continents. Et évidemment, c'est un peu difficile de comparer la France à la Chine sans jamais prendre la dimension européenne sur ces questions de travail. Antoine Fouché, voilà du pain sur la planche. Alors, je vais essayer de répondre. Merci beaucoup à Lionel Azinzou pour ces remarques et questions très précises. Oui, nous sommes tous à la fois, la majorité d'entre nous, je dirais peut-être pas tous, mais des travailleurs, par moments un peu des rentiers, des consommateurs, c'est sûr, et de futurs retraités, c'est sûr. Mais ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que, et ça esquisse derrière les solutions, c'est que ce que nous avons choisi de taxer collectivement le plus, c'est le travail, au sens où c'est quand on gagne son argent en travaillant qu'on vous en prend le plus. On vous prend plus d'argent, collectivement, c'est un choix, quand vous gagnez votre argent en travaillant, que quand vous gagnez votre argent autrement qu'en travaillant. Et même si c'est la même personne, qui est à la fois travailleur, rentier, consommateur, et héritier, et futur retraité, il me semble qu'un choix de société plus fondé sur le travail, puisqu'après tout, c'est la manière dont nous avons décidé collectivement de répartir les richesses. C'est plus à chacun selon sa naissance, comme sous l'Ancien Régime, ou à chacun selon ses besoins, comme sous un régime communiste, mais à chacun selon son mérite ou à chacun selon son travail. Alors, il faut que quand on gagne son argent en travaillant, ça soit le moins désincitatif possible par rapport à le fait de gagner son argent autrement qu'en travaillant, soit en héritant, soit en touchant une pension de retraite, soit en étant rentier. Et les chiffres qu'a rappelé Philippe en introduction, je donne toutes les sources dans le bouquin, et à ce stade, ils n'ont pas été contestés. Il me semble que ce n'est pas excessif de dire qu'on a fait un choix anti-travail parce que on taxe le travail, encore une fois, 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que l'investissement. Et donc ça nous encourage, quand on est en chacun d'entre nous, dans l'arbitrage qu'on a à faire entre le travailleur, l'héritier, le rentier qu'il y a en chacun d'entre nous, potentiellement, ça nous encourage plutôt, où il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, dans le fait que c'est par le travail que on va s'enrichir le moins, ou en tout cas que ça va être le plus dur de s'enrichir et de faire sa vie. Et si on veut, me semble, et ça aussi, je lis cette question-là, une question collective. C'est-à-dire qu'il me semble que dans l'histoire, pas faire trop de grandes phrases, mais dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple de société qui ait maintenu son rang, ou en tout cas ait limité son déclin quand elle a favorisé la rente et la naissance par rapport au mérite et au travail. Et donc c'est un aspect collectif aussi de se dire que c'est par le travail et par le mérite de chacun que on peut réaliser sa vie et améliorer sa vie plutôt que par la rente, l'héritage ou les retraites. Le deuxième sujet, qui est la désindustrialisation, alors là, je pense que j'ai eu la même discussion avec Jean Pisani-Ferry, et je pense que j'en suis arrivé à la conclusion qu'on était en désaccord, mais un désaccord démocratique, évidemment, parce que
il me semble que, pour prendre une petite formule, que de même que pour l'Occident, il n'y a pas eu de mondialisation heureuse, il n'y a pas de désindustrialisation heureuse en Occident, parce que la destruction des emplois que entraîne la désindustrialisation n'est pas remplacée par des emplois dans lesquels les gens qui ont perdu leur emploi s'épanouissent davantage, ou même autant qu'avant. Il y a deux questions, me semble-t-il, par rapport à ça. Il y a la première, c'est l'évolution professionnelle, c'est-à-dire que dans l'industrie, vous avez des gains de productivité qui font que année après année, vous vivez quand même de mieux en mieux, votre famille, votre territoire vit de mieux en mieux, première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une fierté de la production dans l'industrie, la fierté des choses qu'on a réalisées, de la contribution, de l'amélioration, de la transformation du réel, que vous n'avez pas, ou moins, dans beaucoup de travail de service. Et donc, il y a une double perte de ce point de vue-là, une perte à la fois en pouvoir d'achat, et en évolution du pouvoir d'achat, et en fierté de soi-même, en estime de soi-même, dans le remplacement de ces sujets-là. Et puis, l'argument de fond aussi, me semble-t-il, ou dans la discussion, un contre-objection à l'objection, c'est que on continue en France de consommer des biens industriels. Simplement, je crois que c'est dans le rapport Draghi, on produit simplement 36% de ce qu'on consomme en biens matériels. Et alors, vous avez cité l'exemple du textile, c'est pire. C'est-à-dire qu'on importe 87% de ce qu'on consomme. C'est-à-dire ce qu'on consomme en termes d'habillement n'est quasiment plus produit en France. Il n'y a aucune fatalité à ça. L'Italie continue de produire beaucoup plus les vêtements que les Italiens et que les Européens importent. D'autres pays en Europe, comme l'Allemagne, comme les pays du Nord, ont conservé une industrie 2 à 3 fois plus puissante que la nôtre en volume. Et donc, c'est là aussi, me semble-t-il, un choix français qu'on a fait. Et c'est un choix qui nous rend collectivement malheureux parce qu'il y a un lien, me semble-t-il, direct entre la désindustrialisation et le ralentissement des gains de productivité. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude, je dirais, sur le fait que les nouvelles technologies vont porter de la productivité. Peut-être c'est le cas, mais il faut attendre encore. En revanche, il y a une certitude établie par les statistiques sur le 2e, 20e siècle entre l'industrie et la productivité. Partout où il y avait de l'industrie, ou partout où il y a de l'industrie, il y a de la productivité. Parfois où il y a des services à forte valeur ajoutée, il y a aussi de la productivité, mais le lien n'est pas corrélatif à 100%. Et donc, si on veut, me semble-t-il, retrouver de la productivité et donc du pouvoir d'achat pour une partie importante des Français, il faut qu'on réindustrialise. Et pourquoi pas, pour reprendre votre exemple, pourquoi pas des industries qui sont parties à l'étranger, les réimplanter en France. Pourquoi pas aussi, et je pense qu'il y a une partie du rapport Draghi là-dessus, y compris avec des subventions comme Biden l'a fait avec l'IRA. Simplement, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut choisir les bons segments. Voilà, et tout ça aussi est dans le rapport Draghi. Mais il me semble il faut qu'on se lance dans une entreprise de réindustrialisation pour la cohésion sociale et pour le travail, la place du travail dans notre pays. Et le dernier sujet, sur l'Europe, j'accélère, Philippe. Sur l'Europe, oui, votre constat est tout à fait juste, c'est-à-dire que je parle peu d'Europe dans le bouquin. Est-ce que c'est une lacune ? Certainement. Il y a peut-être une bonne raison. C'est qu'il me semble que le travail, c'est une valeur économique, certes, la productivité aussi, mais c'est beaucoup aussi et essentiellement dans la vie des gens une valeur culturelle. Et le rapport au travail, il est différent dans chaque pays d'Europe. Et c'est pour ça que, me semble-t-il, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'une valeur travail à l'échelle européenne, parce que les Allemands ont un rapport différent au travail, les Anglais, les Italiens, et nous avons un rapport différent au travail. La place du travail dans nos vies est différente. Et donc, toute la deuxième partie, ou toute une partie du bouquin qui est sur comment refonder une société du travail en ayant un nouveau rapport au travail, je pense qu'il faudrait faire un bouquin différent selon chaque pays. Parce que, encore une fois, chaque pays a une approche, une place différente du travail dans la vie des citoyens. David Jayes.
Oui, alors Lionel tout à l'heure parlait de déconsommation, ou en tout cas de volonté de rompre avec la société de consommation. Il se trouve quand même, c'est ce qu'avait bien montré Pierre Vels dans son livre sur la société hyper-industrielle, qu'on n'a jamais consommé autant de biens manufacturés On peut qu'aujourd'hui. d'ailleurs retrouver notre entretien avec Pierre Vels sur notre site. Et après tout, les Danois exportent des appareils auditifs pour le monde entier, et la Suisse est le 5e PIB industriel mondial avec leur mécanisme de précision, notamment l'horlogerie. Donc moi, je suis aussi un militant de la réindustrialisation, parce que je crois que c'est vital à la fois pour la productivité et pour le contrat social. Mais les services sont devenus une composante essentielle de nos économies. Il y avait une étude de McKinsey très intéressante qui montrait l'effet de ciseau des prix relatifs de l'industrie et des services aux États-Unis et en Europe entre 1990 et 2020. Et ce qu'on voit, c'est que les prix des produits manufacturés, concurrence internationale aidant, ont très largement baissé, à cause aussi de la réorganisation de la division internationale du travail, des délocalisations, etc. En revanche, les prix des services ont explosé. Alors aux États-Unis, ils ont explosé en partie par le manque de régulation anticoncurrentielle. On a trop d'oligopoles dans les télécoms, dans les compagnies aériennes, mais aussi dans la santé, dans tout un tas de services et évidemment dans l'immobilier. Ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, ces prix de services ont moins augmenté parce qu'il y a une régulation anticoncurrentielle, plus forte, une politique de concurrence plus forte au niveau de la Commission européenne. Mais les prix de l'immobilier et les prix relatifs de la santé ont quand même fortement augmenté. Et donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, je partage totalement votre combat pour la réindustrialisation, mais est-ce qu'il n'y a pas un énorme travail à faire aussi dans les services ? Je prends l'exemple des services bancaires. Les banques se sont lancées dans d'immenses projets informatiques depuis les années 90, qui n'ont pas toujours ni fait augmenter la productivité, ni rendu du pouvoir d'achat aux clients. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme terrain de jeu sur la productivité dans les services ? Antoine Fouché. Oui, mais il me semble que même si on réalise ce que vous dites, et je pense que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut, par une réglementation bien ajustée, réussir à rattraper ou à capter une partie des gains de productivité réalisés par les services pour les redistribuer et faire en sorte qu'ils soient redistribués aux travailleurs plus qu'aux actionnaires, ou en tout cas dans un juste milieu entre les deux. Simplement, peut-être deux choses par rapport à ça. La déformation du partage de la valeur entre le capital et le travail en Europe, elle est beaucoup moins forte qu'aux États-Unis. Elle est quasiment inexistante. Et en tout cas, en France, elle est inexistante. Donc, de toute façon, me semble-t-il, il n'y a pas de gras à aller, d'une manière générale, hein. Après, secteur par secteur, on peut regarder, mais il n'y a pas de gras, d'une manière générale, à aller chercher pour pouvoir le redistribuer au travail. Donc, même si on va dans ce sens-là, me semble-t-il, on ne trouvera pas grand-chose. Peut-être en partie, mais me semble-t-il pas grand-chose. Et deuxièmement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si les banques, les assurances, etc. font des gains de productivité, me semble-t-il, mais on se rejoindra sans doute là-dessus, ça sera jamais à la hauteur de ce que l'industrie est capable de faire. Et donc, ça sera, disons, une solution. Ce que vous avancez, me semble-t-il, sera une solution en plus, qui apportera un petit plus, mais ça ne peut pas être le cœur de notre politique de travail au service du pays. Je vous propose que nous passions à la deuxième partie de votre livre, c'est-à-dire celle qui résume les propositions. Et je vais commencer à la fois en résumant les chapitres précédents, c'est-à-dire ce que nous venons de dire, et puis enchaîner avec vos propositions. Nous voulons un travail qui nous permette d'améliorer notre niveau de vie, qui ne nous empêche pas de vivre notre vie privée et notre vie familiale, qui ait un sens pour nous et dont nous soyons fiers. Pour que le travail paie à nouveau, il faut, selon vous, un nouveau compromis entre le travailleur, l'héritier, le retraité et l'investisseur. Renouer avec les gains de productivité et donc réindustrialiser et innover dans tous les domaines demande du temps, plusieurs décennies. C'est également la durée nécessaire pour remonter le terrain perdu en matière d'éducation, de formation et de compétences. Mais dans l'immédiat, il est, pensez-vous, possible de rééquilibrer les différents niveaux de taxation. En moyenne, nous taxons le travail à 46%,
le capital à 30%, les pensions de retraite à 14% et l'héritage à 6%. Pour que la grande majorité des travailleurs voient leur pouvoir d'achat augmenter de 2% par an au moins pendant 5 ans. Il faut un Big Bang en faveur du travail, Big Bang que vous chiffrez à 100 milliards d'euros. Il n'y a que deux manières d'améliorer la rémunération du travail à cette hauteur de 100 milliards, baisser l'impôt sur les revenus du travail ou baisser les cotisations salariales. La forme la plus juste et la plus efficace serait une baisse de cotisation salariale de 10 points, soit 2 points par an, pendant 5 ans. Pour compenser la baisse de 100 milliards de recettes pour les finances publiques, un effort devrait être demandé à tous les rentiers, les retraités les plus aisés, les héritiers les plus chanceux et les consommateurs. En haussant le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital de 30 à 36%, en doublant de 5 à 10% l'impôt sur les héritiers les plus chanceux, plus de 500 000 euros d'héritage, et jusqu'à 20% au-delà de 13 millions d'euros, les 20% de retraités les plus aisés touchant une pension nette mensuelle supérieure à 2 000 euros, tout cela se verrait demander un effort et les héritiers par une stabilisation de leur pension pendant 3 ans. Pour les consommateurs, la TVA passerait en moyenne de 9,7 à 13,7% et une telle évolution ne verrait le jour que si elle était décidée directement par les Français par voie, c'est ce que vous proposez, de référendum. Une société idéale permettrait à chacun de s'épanouir dans son travail, un travail choisi dans lequel on se réalise, mais un conflit existe en chacun de nous entre nos désirs en tant que travailleurs, citoyens et consommateurs. Pour résorber cet écart, vous proposez de créer les conditions pour que chaque travailleur qui le souhaite puisse au moins une fois dans sa vie changer de métier et se reconvertir vers une activité qui lui convienne davantage. Le compromis consisterait en ce que chaque individu doit au collectif une quantité minimum de travail pendant sa vie et en contrepartie, chacun peut individuellement assumer ce travail selon son rythme et ses projets. Travailler intensément mais moins longtemps, travailler à temps partiel, s'arrêter de travailler 1 ou 2 fois dans sa vie, mais travailler plus âgé pour compenser. La liberté d'organiser différemment son travail et son intensité de travail aux différentes phases de sa vie représenterait un projet social historique. Nous rendons chacun davantage maître de notre destin. Sur cette question, Mathias Fekl. Alors, la force du livre, selon moi, réside dans la volonté de rechercher des compromis. Et en cela, il est effectivement tout à fait digne de la collection dans laquelle il est publié, puisque vous tordez les idées reçues à la fois de ceux qui pensent que tout va bien et qu'il ne faut rien réformer, mais aussi de ceux qui pensent que la France est le pays de la flemme, dans laquelle personne ne travaille, et vous montrez chiffres à l'appui que c'est faux. Sur les solutions, je voudrais vous interpeller ou interroger sur quelques aspects de fond et puis aussi de méthode. Sur le fond, vous pointez à juste titre l'importance du logement et de l'héritage comme sujet lié au travail et puis surtout aux inégalités de notre société aujourd'hui. Sur l'héritage, vous faites des propositions pour taxer ce que vous appelez les héritiers les plus chanceux, c'est-à-dire les grands héritages avec différents seuils. Mais vous savez aussi qu'il y a eu en France une très grande sensibilité, c'est-à-dire on a beau dire ça va concerner les 1% de patrimoine les plus importants, vous avez immédiatement une levée de bouclier de l'ensemble de la société. Alors d'abord, comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est par le fait que les Français se disent on commence par 1%, mais l'État sait très bien ensuite abaisser les seuils ? Il est vrai que c'est une pratique pas tout à fait inhabituelle dans d'autres domaines. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ? Et comment surtout on surmonte cela ? Parce que de fait, ça a toujours créé des coalitions interdisant de fait de bouger sur la question des héritages. Et puis ensuite, sur la méthode, là, je suis beaucoup plus dubitatif, mais je le dis avec beaucoup de sympathie, mais vous dites, en gros, il faut que ça soit approprié par les Français, c'est vrai, mais donc pour cela, il faut un référendum préparé par un grand débat national. Et vraiment très sincèrement, mon sentiment aujourd'hui est que étant donné que le référendum doit venir du président de la République, le président actuel, aujourd'hui, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, dirait « je vais faire un référendum sur ce thème et je vais le précéder d'un grand débat national », est, à mon avis, à peu près certain de perdre ce référendum, d'ailleurs pour des raisons pas du tout liées au sujet lui-même. Sujet dont vous dites, par ailleurs, qu'il est aujourd'hui très mal connu et mal perçu. Voilà, donc, et sur le fond et sur la méthode, je serais heureux de vous entendre. Antoine Fouché. Alors,
comment est-ce qu'on explique l'hostilité à la taxation de l'héritage à mon avis, par trois raisons. Il y en a une que vous avez évoquée, qui est de se dire, OK, il commence à dire que c'est les 1, les 5%, mais enfin, un jour, ça nous concernera, nous, donc mettons pas le doigt dans l'engrenage. La deuxième raison, c'est la popularité de la formule de Reagan, je pense, qui a diffusé dans tout l'Occident au début des années 80, l'impôt sur la mort. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans une société d'individus, se dire que quand quelqu'un est mort, en plus, il vous transmet quelque chose, mais vous allez, l'État, la collectivité, quelque chose d'abstrait, va vous prendre une partie de ça. C'est pas la même sensibilité qu'il y a un siècle. Puis la troisième raison, je pense, c'est l'argument qui était porté beaucoup par Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine d'années, qui consistait à dire, écoutez, l'héritage, c'est ce qu'on transmet, c'est le fruit d'une vie de travail, ça a déjà été taxé, et donc on ne va pas taxer une deuxième fois ce qui a été taxé une première fois. Et je pense qu'il faut prendre ces arguments-là au sérieux non pas opposer un autre argument, mais dire qu'il faut faire un compromis avec une autre réalité qui est tout aussi vraie que les arguments que je viens d'évoquer en faveur, disons, presque de la suppression de l'héritage. Parce que si on va jusqu'au bout de cette logique de ça a déjà été taxé une fois, il ne faut pas le retaxer une deuxième fois, y compris à 0%. Mais il y a une autre réalité qu'il faut absolument prendre en compte, me semble-t-il, et qui justifie de faire quelque chose sur l'héritage, c'est que la majorité de ce que nous possédons aujourd'hui en tant que Français, la majorité n'est plus liée à notre travail ou à notre mérite, mais vient de l'héritage. Et donc, si on est dans une société du travail, toujours la même logique, il me semble-t-il, il apparaît logique que la majorité de ce qu'on possède, pas tout évidemment, mais la majorité doit venir de notre travail en moyenne. Et là, ça conduit, comme aujourd'hui c'est 60%, la part de l'héritage dans le patrimoine de chacun en moyenne c'est 60%, c'était 35% dans les années 70. On peut, me semble-t-il, avoir une ligne d'horizon qui serait peut-être quelque chose autour de 50% pour qu'on puisse se dire que, en moyenne, ce que chacun d'entre nous possède vient d'abord de son travail et ensuite d'autres choses que de son travail, notamment de l'héritage. Après, sur la méthode... Et donc, du coup, ça, juste là-dessus, me semble-t-il, ça... Je pense que c'est un argument qui peut, à minima, nourrir le débat sans prendre de front la question de la sensibilité sur l'héritage. Et alors après, la méthode, je comprends la critique ou l'objection. J'ai pas absolument aucune certitude là-dessus. Simplement, peut-être deux choses. La première, c'est que on est détraumatisés, je pense, nous Français, du référendum de 2005, parce qu'il y avait une majorité des élites de ce pays qui étaient favorables à la Constitution, et puis à la fin, 55% de la population qui a voté contre. Mais quand on prend un peu plus de recul historique depuis 58, sur les 10 référendums qui ont été proposés par le gouvernement, le président de façon constitutionnelle, mais la majorité au pouvoir, il y en a quand même 8 sur 10 qui ont été gagnés par le gouvernement, donc, et sur des sujets qui ne seraient pas plus compliqués que ce sujet-là, c'est-à-dire le référendum de Maastricht ou la constitution de la Ve République, techniquement, ça ne serait pas plus compliqué qu'une réforme fiscale ou sociale concernant le travail, me semble-t-il. Et puis, vous l'avez dit aussi vous-même, ces sujets-là, ils sont, en fait, dans leur réalité macroéconomique, très mal connus. C'est-à-dire que la concentration de l'héritage, elle est très mal connue. Le patrimoine est hyper concentré en France, ce qui permet aussi, dans la réforme, par exemple, que je propose de laisser tranquille 90% des héritiers. Et d'autres choses, notre choix contre le travail, en un sens, le fait de taxer beaucoup plus le travail que les autres sources de revenus, c'est mal connu aussi. Et donc, si on avait un grand débat national qui permettrait de faire mieux connaître, je ne dis pas que tout le monde deviendrait spécialiste du truc, mais qui permettrait de mieux connaître ces réalités-là, me semble-t-il, à la fin, la question posée aux Français, ça serait quand même, est-ce qu'on refonde notre société sur le travail pour notre bien-être collectif et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, ou est-ce qu'on continue dans le déclin en négligeant le travail ? Je pense que ce n'est pas naïf de penser qu'à la fin, la réponse, ça serait oui. Allons-y sur le travail, et ne serait-ce que parce qu'en plus, la même personne
qui voit un débat au Parlement sur un alourdissement de la taxation de l'héritage ou de la stabilisation des pensions de retraite, dit c'est scandaleux, cette même personne, si elle se rend dans l'isoloir en disant c'est moi qui, avec mon bulletin de vote et une partie de l'avenir de mes enfants et de petits-enfants en jeu, elle peut voter oui. Lionel Zinsou. Oui, alors, une chose qui est d'une actualité très chaude, c'est que beaucoup de vos propositions sont aujourd'hui dans le débat budgétaire, en fait. Et notamment, vous recommandez de ne pas faire le Big Bang de 100 milliards de rémunérations supplémentaires pour les travailleurs en réduisant les impôts, parce qu'il y a beaucoup de ces travailleurs qui ne sont pas imposables. Et si on veut appréhender tout le monde, il vaut mieux baisser les cotisations sociales. Bon. Et créer comme ça un espace qui va être financé, puisque du coup, c'est une baisse des recettes du budget général et du budget de la sécurité sociale. Et donc, ça suppose de remplacer. Et en fait, vous augmentez les impôts d'une façon assez spectaculaire dans un pays dont le débat montre tous les jours qu'il a quand même un certain niveau record d'imposition. Parce que là, vous allez quand même très très fort. C'est vraiment là un big bang. Hein. C'est-à-dire pas simplement au bénéfice des travailleurs, mais c'est les grandes masses qui sont importantes, pas les petites niches fiscales, etc. Mais la TVA qui augmente très significativement, la CSG, qui est donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui compte, augmente significativement, l'impôt sur le revenu aussi, etc. Et donc, en réalité, le chiffre que j'ai cherché à la fin, c'est quelle est l'augmentation des prélèvements obligatoires une fois qu'on a fait ce Big Bang. Et objectivement, c'est quand même globalement une pression fiscale assez exceptionnelle qui concerne également les entreprises. Et là, c'est amusant parce que c'est un compromis entre votre passé du MEDEF et la CFDT sous-jacente à chaque page, dans une collection où vous avez été prié d'écrire par M. Laurent Berger. Donc, si vous voulez, et qui est ravi de dire que vous êtes le premier ouvrage de sa collection, si vous voulez. Et donc, vous êtes vraiment un homme de compromis. C'est une grande satisfaction. Mais enfin, grosso modo, c'est une augmentation d'impôts très importante. Par rapport au débat budgétaire aujourd'hui, l'idée qu'on pourrait faire aussi quelques économies, par exemple, pour pouvoir redistribuer au travail efficace dans l'industrie, puisque là, je vois que, surtout avec le support de David, je ne vais absolument pas réussir à vous faire dire que votre vision un peu Gosplan, nous allons leur faire consommer des produits français industriels, alors que, attendez, ils votent tous les jours, les mêmes travailleurs, pour aller se chercher des t-shirts asiatiques et des voitures qui étaient allemandes et qui sont en train de devenir chinoises, si vous voulez. Mais nous allons réussir à leur faire acheter des R5 électriques qui ne viendront pas de Turquie pour une fois, mais d'une usine française. Bon, oublions ça, parce que là, je ne vais pas y arriver, hein, c'est clair. Pisani-Ferry n'y est pas arrivé non plus, donc je renonce. Mais alors, sur quand même les impôts qui augmentent considérablement, parce qu'on peut dire, on va faire un référendum, soyons américains ou britanniques. C'est-à-dire, on va beaucoup taxer l'héritage, parce que c'est le cas de la fiscalité anglo-saxonne, mais du coup, on va énormément baisser les impôts pendant votre vie. C'est un autre modèle. Je ne suis pas sûr que vous allez gagner le référendum sur cette base, mais on peut essayer. Antoine Fouché. Alors, je pense que cette partie du livre doit être insuffisamment claire parce que les prélèvements obligatoires, dans la proposition que je fais, n'augmentent pas du tout. Mais alors, même pas de 0,1%, ils n'augmentent pas d'un seul euro parce que c'est simplement un transfert entre des prélèvements qui sont aujourd'hui assis sur le travail et qui seraient demain assis sur, en partie, l'héritage, la rente, la consommation et les retraites. Et donc, à la fin, le niveau de prélèvement obligatoire en termes maastrichtiens, il n'a pas bougé d'un iota et d'une virgule.
Donc pour le coup, là, la pression fiscale, avec ce Big Bang populaire en faveur du travail, elle resterait élevée. Ça, vous avez raison, c'est le niveau, le prélèvement obligatoire aujourd'hui en France est très élevé. Mais enfin, il ne l'augmenterait pas, encore une fois, d'une virgule ou d'un centième. Même vu d'une entreprise, où on est en train de distribuer la baisse des cotisations sociales en rémunération des salariés, donc dans la répartition du revenu, le partage de la valeur, il va y avoir une augmentation du travail, clairement. Et par ailleurs, tous les impôts supplémentaires, au fond, ne vont pas affecter les marges. Vu d'une entreprise, cette stabilité des prélèvements obligatoires ne pénalise pas les entreprises. Au contraire, et je pense on pourrait faire le reproche contraire, c'est-à-dire que comme c'est une amélioration de la rémunération du travail sans effort de l'entreprise. On pourrait dire, et d'ailleurs j'ai eu de la part de certains syndicalistes ce reproche-là, me disant, mais en fait ça va permettre d'améliorer, si on faisait votre Big Bang, ça permettrait d'améliorer substantiellement les salaires sans que les entreprises aient à augmenter les salaires. Et donc, en fait, vous vous substituez à l'entreprise dans le travail que l'entreprise doit faire pour augmenter les salaires, etc. Parce que ce sont les cotisations salariales, les cotisations sociales salariales que je propose de baisser. Et donc, pour le même coût pour l'entreprise, pour le même salaire super brut, la rémunération nette du salarié augmenterait. Je prends un exemple qui est le salaire médian. Aujourd'hui, en France, il est à 2091 €. Mais quand vous recevez sur votre compte 2091 €, en réalité, il faut travailler pour en gagner 3600. Donc avec ça, au lieu d'en avoir 2091, pour le même argent que vous avez gagné, vous en garderiez à peu près en ordre de grandeur 2500 et non plus 2100. Et donc là, sur ce sujet-là, la pression fiscale dans le pays, je pense, elle est déjà très élevée. Donc j'ai vraiment veillé à ce que il n'y ait pas un seul euro d'augmentation d'impôts. Simplement, évidemment, les impôts seraient répartis un peu autrement, très en faveur du travail, c'est-à-dire à la fois des salariés et d'une certaine manière des entreprises, et au détriment aussi, évidemment, du coup, des autres. Il y a une objection aussi qu'on me fait souvent, que vous avez esquissée, qui est « Mais pourquoi ce Big Bang de 100 milliards d'euros qui ne serait pas donné aux travailleurs, mais qu'on leur prendrait en moins, en fait ?» Parce que cet argent-là, ils l'ont gagné, que ce soit les salariés, les indépendants ou les fonctionnaires, ils l'ont gagné, cet argent, donc on leur prendrait en moins. Pourquoi est-ce que vous ne financez pas ça par une baisse des dépenses publiques, plutôt que par un transfert de prélèvements ? Et la réponse là-dessus, c'est une question d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on trouve 100 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques sans toucher au modèle social. Et ce n'est pas un bouquin pour changer le modèle social français. J'ai eu cette discussion avec, encore 20 secondes, avec des responsables du patronat français, des chefs d'entreprise. Il dit, mais non, mais oui, il faut aller dans cette direction, mieux rémunérer le travail, etc. Mais financer ça par une baisse des dépenses publiques, laquelle ? Et quand on prend 100 000 fonctionnaires en moins, par exemple, c'est 5 milliards d'euros de dépenses en moins. On va faire 2 millions de fonctionnaires en moins ? Bien sûr que non. 30% de baisse d'allocation de chômage en moins, c'est à peu près 10 milliards d'euros en moins. On peut... Et donc, en fait, si on veut faire 100 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques, on est obligé de changer de modèle social. Et ce n'est pas l'objet du bouquin. David Jayes. Oui, la clé sur la dépense publique, c'est notre système de retraite. Ouais. Et effectivement, c'est un autre sujet de débat. Moi, je voulais quand même vous remercier d'avoir mis, peut-être pour la première fois dans le débat français, avec cette netteté, la question qui va être, ou qui devrait être, l'une des deux questions essentielles de la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire le travail et quelle base fiscale veut-on taxer dans ce pays ? L'autre question étant, pour moi, l'art de gouverner et la fin de la monarchie présidentielle. Mais sur cette question du travail, moi, je voudrais on a réussi des grandes bascules dans l'histoire. La Suède, par exemple, a réussi à défiscaliser le travail, en tout cas à baisser la pression fiscale sur le travail au profit de la fiscalité écologique, par exemple. Donc, il faut se poser la question dans ces termes. C'est quelle base veut-on taxer pour atteindre quel objectif désirable au plan social ? Je disais, la productivité est un spectre qui hante tout votre livre, parce que une question que vous ne posez pas frontalement, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant taxé le travail ? Tout simplement parce que la productivité du travail, les revenus du travail ont longtemps été comme un cheval qui galopait.
à toute vitesse, beaucoup plus que le reste. Après 1945, Piketty l'a très bien montré, le patrimoine est détruit par l'inflation, par les guerres, etc. Donc, au fond, la belle base taxable, c'est celle qui progresse, c'est celle du travail. Et finalement, la situation s'est brutalement renversée, à la fois par la démographie, à la fois par la progression des patrimoines, à la fois aussi par les politiques monétaires qui font que, avec des taux bas, on fait progresser l'immobilier, les actifs immobiliers, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'effectivement on réussit cette bascule qui est vitale, parce que c'est là qu'on crée de la richesse et c'est là qu'on est au cœur du contrat social. Mais là où je suis d'accord avec Lionel, c'est qu'on est quand même dans un pays d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire que tout le monde pourrait recevoir un discours sur la détaxation ou la libération du travail, mais quand on dit on va basculer la fiscalité, on va rééquilibrer avec les retraites, on va par exemple égaliser les taux de CSG, tollé. Même désindexer un peu les pensions les plus élevées pendant quelques mois, tollé. De la même manière, quand on dit qu'on va taxer un peu l'héritage, même les héritages les plus élevés, tollé. Alors même que les chiffres que vous donnez sont choquants. Si je ne me suis pas trompé, parce que je n'ai pas réussi à le retrouver là en feuilletant, les top 1% qui héritent, ils reçoivent 4,2 millions d'euros. Ai-je bien lu ? Net de droit. Ai-je bien lu ? C'est-à-dire que moi, qui appartiens probablement au top 1% des revenus du travail, si je ne fais que travailler toute ma vie, je n'aurai jamais ce patrimoine. Jamais. Donc là, on voit bien qu'on est en train d'entrer dans des sociétés, et les politiques monétaires accommodantes n'ont pas aidé parce qu'elles ont fait gonfler les prix des actifs, qui sont complètement délirantes. Donc merci de poser cette question. Et moi, je pense, et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre des Français qui sont saturés d'injonctions contraires. On veut redevenir des producteurs, mais on veut consommer à bas prix. On ne supporte pas de toucher à l'héritage. On ne supporte pas de toucher à la retraite. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les Français que c'est un combat vital que je partage avec vous ? Antoine Fouché. J'ai pas de bonne réponse à cette question redoutablement difficile, mais peut-être la moins mauvaise réponse, me semble-t-il, c'est de dire et partager la vérité et de mettre les Français devant leurs responsabilités. Parce que si on est dans cette situation-là que vous avez très bien résumée, c'est parce que le diagnostic de cette productivité qui est galopante, qui est aujourd'hui stagnante, mais sur laquelle on assoit toujours, enfin sur le travail sur lequel on assoit toujours le financement de notre protection sociale. Donc en fait, on a changé de modèle de développement sans adapter la fiscalité à notre nouvelle réalité. On n'a pas d'autre choix, me semble-t-il, en démocratie, que de partager ce diagnostic. Ça prendra pas des mois, ça prendra sans doute des années. Et ensuite, de mettre les Français devant leurs responsabilités face à ce choix-là. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à renoncer, à ce stade en tout cas, à l'idée de référendum, parce que c'est un choix de société, et on est devant un choix de société sur cette question de la place du travail dans notre société. Et le renversement ou la bascule, on peut l'appeler comme on veut, ou la refondation de notre modèle social en équilibrant mieux son financement et en remettant en fait le travail au cœur de notre contrat social. C'est-à-dire que c'est par le travail que on va le plus distribuer les richesses, qu'on va repermettre de la mobilité sociale. Ça demande des choix qui sont difficiles, qui sont épineux. Ça suppose une grande pédagogie pour dire quels sont les enjeux, et à la fin, il faut laisser les Français trancher. Parce que, vous l'avez dit, sur les retraites, ça crée un tollé, sur l'héritage, ça crée un tollé, mais c'est pas parce que ça crée un tollé qu'il faut pas le faire, et c'est pas parce que ça crée un tollé que c'est pas l'intérêt général de le faire. Comme disait De Gaulle, c'est la phrase conclusive, je crois, de ses mémoires de guerre, de ses mémoires d'espoir, pardon, ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, et sans perte dans l'élection. Et donc, à un moment donné, comme c'est évidemment difficile, et que je pense que sur ce programme-là, disons, on ne gagne pas une élection, ou en tout cas c'est très difficile, de dire qu'on mettra les Français devant leurs responsabilités sur la question du travail, et à la fin, ils auront le dernier mot pour savoir si on se complaît dans cette société de la rente et de l'héritage qu'on est en train de devenir. Alors, on n'est pas encore complètement devenu, mais on est en train de devenir une société comme ça. Ou est-ce qu'on redevient une société du mérite et du travail ? Ça mérite, et avec toutes les conséquences que ça a en termes de financement, ça mérite un référendum.
Alors, Lionel Zinsou m'a volé ma conclusion tout à l'heure, puisque je voulais terminer en disant que vous êtes... la collection dans laquelle vous publiez s'appelle La Société du Compromis, et qu'en effet, Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT qui dirige cette collection, a fait appel pour son premier livre à vous, qui êtes un ancien conseiller du MEDEF et l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Jolie image de la compromission, ou du compromis, pardon. Mais encore que... mais ça m'amène à la question qui va malheureusement être la dernière, qui est, tout à l'heure, Mathias disait que ce grand débat national auquel vous aspirez est au fond celui que le président de la République, à un moment donné, nous a vendu comme devant être le redémarrage, sauf que le président de la République en avait une conception tout à fait différente, beaucoup plus orientée sur lui-même et le maintien de son influence et de son pouvoir que sur une vraie circulation de la parole à l'intérieur d'une société. Mais vous faites appel, on peut appeler ça comme ça, à travers ce référendum, à un grand débat national. Mathias soulignait le peu d'intérêt qu'il pensait que le président de la République aurait, puisque c'est lui qui, à la fin, finalement, peut décider, ou presque, s'il y a référendum ou pas. Mais moi, j'ajouterais que je ne vois pas très bien les partis politiques, tels qu'on les entend actuellement, ayant eux-mêmes un intérêt pour ce grand débat national. D'où ma question, que vous avez dû aborder, j'imagine, avec Laurent Berger, qui pour soutenir cette initiative? David Jays veut absolument... Oui, puis pour répondre à Mathias et à Philippe, par ailleurs, avant la réponse d'Antoine Fouché, c'est pas une question qui peut être traitée par le gouvernement ou le président actuel. Ça, c'est une question d'élection présidentielle, parce que c'est une question trop fondamentale pour le contrat social. Donc ça doit être tranché par les Français à l'élection. Encore faut-il qu'il y ait des forces pour la poser, cette question. Donc quelle force imaginez-vous, Antoine Fouché? Mais toutes les forces qui savent que le constat est à peu près juste, je vais le dire comme ça, et que les orientations de solution, en tout cas, vont vers une centralité plus forte du travail, et qui se disent que s'ils le portent dans l'élection, ou au cours d'une élection, ils perdront, alors que sur un référendum, ils ont moins, me semble-t-il, à perdre. Donc, c'est-à-dire que ce qui, d'un point de vue d'un homme politique ou des forces politiques, à la fin, quand même, il y a une aspiration, évidemment, à être élu pour exercer le pouvoir. C'est pas que ce Big Bang populaire-là, étant donné les contreparties qu'il a, il a un coût électoral très important, notamment auprès de l'électorat retraité, qui est aujourd'hui un inscrit sur 3, mais un votant sur 2. Mais... Et j'ai eu l'occasion d'en discuter aussi avec des peut-être potentiels candidats à 2027. Ce qui peut être intéressant avec le référendum, c'est de dire, même si vous m'élisez, je n'appliquerai pas forcément ce programme, parce qu'à la fin, c'est vous qui, sur cette question-là, étant donné que c'est une question de contrat social, qu'on ne change pas tous les ans ou à chaque quinquennat, mais en fait 1 ou 2 fois par siècle seulement, c'est vous à la fin qui déciderez via un référendum. Et donc ça peut créer un sentiment ou une option dans la tête des électeurs en disant, bon, cette partie-là du programme, je la prends. La partie sur le travail, j'ai encore un doute, mais comme je sais que c'est à la fin, avec un référendum, qu'on décidera, c'est pas quelque chose qui m'empêche de voter pour le candidat ou la candidate qui proposerait ce Big Bang sur le travail. Donc, là, je fais un peu du judo en disant ça, mais en disant que le référendum, c'est aussi une manière de rassurer lors d'une élection en disant, mais sur cette question-là, à la fin, vous aurez le dernier mot. Nos auditeurs auront compris la vivacité de notre débat, l'intérêt qu'il y a à lire votre livre, qui est donc Sortir du travail qui ne paie plus, qui est publié aux éditions de l'Aube et dans une collection dont il est le premier ouvrage et qui est dirigé par Laurent Berger, collection qui s'appelle La Société du Compromis. Je vous remercie Antoine Fouché, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va avoir la tâche d'en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes, Adrien Beccaria qui a enregistré notre conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite dans la série, si c'est pour la culture, on a déjà donné, pour la suite de nos conversations avec Olivier Giel et Aliette Martin à propos de la Comédie Française, et puis dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.